Vous préférez laisser mourir 5 personnes en ne faisant rien pour les sauver, ou être responsable de la mort d'une seule personne pour sauver les 5? Ah oui, ça commence fort, je suis désolé. La question de savoir comment réagir à un choix moral ou une situation morale est largement débattue. Et pas qu'en philosophie d'ailleurs, dans beaucoup de domaines différents tels que la psychologie ou encore la sociologie. En fait, qu'est-ce qui anime nos prises de décision morales? C'est ça qui nous intéresse. Comment est-ce qu'on fait un choix moral? Prenons l'exemple extrêmement célèbre du dilemme du tramway. Je vous la fais courte. Vous vous promenez le long d'une voie de chemin de fer, tout à coup un train arrive, quand vous vous trouvez face à un aiguillage. Sur la voie initiale du train, celle qui l'emprunte normalement, il y a 5 ouvriers actuellement en train de travailler. Sur l'autre, il n'y a qu'un seul homme, un promeneur qui est sur la voie. Puisque vous avez accès à l'aiguillage du train et qu'il est maintenant trop tard pour avertir ces gens, que choisissez-vous? Est-ce que vous laissez le train sur sa route originale qui tuera 5 personnes, ou est-ce que vous décidez de pousser fortement l'aiguillage pour que le train aille écraser le promeneur? Soit vous laissez mourir 5 personnes, soit vous tuez une personne, par le choix d'avoir poussé l'aiguillage. Donc soit vous laissez mourir 5 personnes, soit vous tuez une personne par le choix d'avoir poussé l'aiguillage. Voilà à peu près le genre d'expériences de pensée morale qui peuvent orienter votre réflexion et votre doctrine morale personnelle. Face à ce dilemme du tramway, vous avez donc le choix déontologique et le choix conséquentialiste. Le déontologisme soutient que chaque acte moral doit être jugé selon sa conformité à certains devoirs moraux. C'est le cas de la philosophie morale de Kant et on en a déjà parlé. En gros, il y a un idéal moral à respecter et ce dans n'importe quelle situation. Les commandements en religion sont un exemple de cette morale déontologique. Tu ne tueras point. C'est tout le temps, même si la personne en face de toi est méchante ou je ne sais quoi. En somme, la situation n'influe pas sur notre jugement moral, et surtout sur notre réaction à cet événement. Le conséquentialisme, quant à lui, défend l'idée que chaque acte moral doit être jugé selon ses conséquences concrètes, et non en fonction d'un idéal absolu. L'utilitarisme dont nous avons déjà parlé est une forme de conséquentialisme. Dans une pensée morale comme le conséquentialisme, tuer quelqu'un n'est pas immoral, dans la mesure où si quelqu'un est en danger, par exemple, vous pouvez le faire. Si vous n'avez que cette solution, ce n'est pas immoral. En fin de compte, ce sont les conséquences qui comptent. Ce qui guide votre action n'a pas beaucoup d'importance, mais si elle a des répercussions positives, alors là, votre action est bonne. Si on revient à notre petit tramway, si vous décidez d'appuyer sur l'aiguillage, vous êtes conséquentialiste. C'est-à-dire que vous préférez qu'il n'y ait qu'une personne qui meure plutôt que 5. Et ce, même s'il faut que vous soyez responsable de la déviation du train. Si par contre vous décidez de ne pas toucher à la direction du train, vous êtes plutôt déontologique. Alors évidemment, c'est pas aussi facile que ça, malheureusement, puisque imaginez maintenant qu'il n'y ait plus qu'une seule voie avec les 5 ouvriers au bout, et que passe à côté de vous, au même moment que le train, un gros monsieur qui, vous le savez, si vous le poussez sur la voie, pourra arrêter le train avant de renverser les ouvriers. Est-ce que vous le faites? Parce que là, ça se gâte, car si vous étiez conséquentialiste dans la situation d'avant, ce qui en général est le cas, quasiment tout le monde appuierait sur l'aiguillage dans la première situation. L'êtes-vous toujours dans le second cas? Objectivement, posez-vous vraiment la question. Il y a de grandes chances pour que votre jugement ait changé dorénavant. Alors, ça s'explique comment? En fait, c'est tout simple. Dans le cas d'un aiguillage, votre meurtre est indirect. Par l'intermédiaire de la déviation du train, porter sur ses épaules le meurtre d'une personne est plus simple que de le porter lorsque vous devez pousser de vos propres mains la personne en question. Et si vous avez quand même répondu en mode conséquentialiste, c'est-à-dire que vous pousseriez effectivement le monsieur sur la voie pour sauver les 5 personnes, laissez-moi vous proposer un second dilemme. Vous êtes chirurgien et vous savez que 4 personnes sont en attente d'une greffe. L'un des poumons, l'autre des reins, le troisième du foie et le dernier du cœur. Un 5e patient débarque dans le bloc opératoire pour quelque chose qui n'a rien à voir. Pour un appendicite, disons. Coup de chance, il est compatible avec les 4 patients en attente de greffe, et vous savez que si vous mettez fin à la vie du patient numéro 5, qui est hormis ça en très bonne santé, vous pourrez sauver les 4 autres par la greffe. Est-ce que vous mettriez fin à la vie du patient numéro 5, qui est en pleine santé, pour sauver 4 personnes? Pour quelle raison? Pas facile de savoir, mais peut-être parce qu'il existe en nous une forme de respect pour, disons, la dignité humaine. Et peut-être qu'il nous semble injuste de tuer quelqu'un qui n'a rien demandé pour en sauver 4, parce que justement, il n'avait rien demandé. Dans le cas du tramway, vous devez choisir entre un drame ou un autre. En fin de compte, la situation était déjà condamnée. Alors que dans ce deuxième cas, on a affaire à quelqu'un qui est une pièce rapportée dans la situation. En fin de compte, il est difficile de se demander profondément
pourquoi dans telle ou telle situation je suis conséquentialiste et dans l'autre déontologique. Car c'est vraiment le cas, hein. Je peux quasiment mettre ma main à couper que vous avez choisi de laisser en vie le patient à l'appendicite. Tout simplement parce qu'il vous semble injuste de tuer quelqu'un dans cette situation. Alors effectivement, nous ne sommes jamais purement l'un ou purement l'autre, purement conséquentialiste ou purement déontologique. Parce qu'en fait, ça dépend de la situation, tout simplement. Mais rappelez-vous de ma question du début. Qu'est-ce qui anime nos prises de décision morales? Il semblerait que ce soit franchement dû au contexte, et même parfois à l'humeur. Agir avec bonté plutôt que par égoïsme, par exemple, c'est une des choses que les études récentes en psychologie sociale montrent davantage corrélées à l'humeur de la personne plutôt qu'à sa pure personnalité. Il semblerait d'ailleurs que le raisonnement moral est en fait des critères plus ou moins objectifs qui font que nous allons nous pencher unanimement vers l'une ou l'autre des doctrines. Je vous en propose une liste tirée du passionnant livre de Ruben Ogien intitulé « L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine ». Nous pourrions selon lui être l'un ou l'autre en fonction de certains critères intuitifs de notre raisonnement. J'en cite quelques-uns. 1. Il existe une certaine forme de sagesse morale qui nous recommande de ne pas trop jouer avec la nature. 2. Tout le monde préfère des plaisirs réels causés par des choses ou des personnes réelles aux plaisirs artificiels qui seraient induits par une machine ou des pilules. 3. Tout le monde sait faire la différence entre une vie qui vaut la peine ou non d'être vécue. 4. Personne n'est capable d'imaginer un monde moral complètement différent du nôtre, où il serait bien, admirable, de faire souffrir les autres gratuitement. 5. Les intentions semblent compter dans le domaine moral. En gros, la raison qui va nous pousser à agir. 6. Personne ne donne l'impression de croire sérieusement qu'il n'y a rien d'objectif ou d'universel dans la morale. 7. Nous avons tendance à croire que même si nous ne sommes pas vraiment libres d'agir autrement que nous le faisons, cela ne suffit pas à nous exonérer de la responsabilité de nos actes, et à rendre illégitime l'indignation des autres devant nos actions qui leur causent des torts. 8. Certaines choses ont de l'importance morale et d'autres non. 9. Certaines choses sont moralement indignes, se comporter de façon servile à l'égard des puissants par exemple, quand d'autres ne le sont pas, se mettre entièrement au service de ceux qui en ont un besoin urgent. Malgré tout, savoir si certains aspects de la morale sont intuitifs semble compliqué à affirmer avec certitude. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la dispute conséquentialisme et déontologisme n'est pas si pertinente que ça dans le domaine moral. Elle est un point d'entrée à la philosophie morale, mais ne suffit pas pour la caractériser entièrement. On dit souvent du déontologisme qu'il est trop rigide, qu'il ne laisse aucune place à la remise en question, et qu'il mène parfois à des conclusions contre-intuitives, comme le fait de ne pas mentir même s'il en va de la survie de certaines personnes. Et on dit du conséquentialisme, à l'inverse, qu'il est trop conciliant avec les raisons de faire de ce que l'on fait. Est-ce qu'il est vraiment bon de donner de l'argent à des pauvres gens, même si le but est de récolter des louanges? Ces deux conceptions ne permettent pas à elles seules d'avoir une réponse facile à la question « que faire ?» On ne peut pas réduire le champ moral à un choix aussi binaire. Et comme nous l'avons vu, nos avis changent en fonction de la description du contexte de l'expérience de pensée. Alors essayez de vous demander ce qui guide vos décisions. Qu'est-ce qui justifie vos prises de décision, vos actions? Si vous trouvez un portefeuille dans un lieu public, est-ce que vous le gardez? Si oui, pourquoi? Est-ce que vous avez déjà trompé votre partenaire? Si oui, pourquoi? Toutes ces questions deviennent plus complexes lorsqu'il s'agit de justifier les actions qui sont vraiment les nôtres et qui ne sont pas simplement abstraites.